Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Bonjour Monsieur Bénatan. Bonjour. Bonjour Clara. Bonjour Caro. Alors on est tous réunis aujourd'hui pour une chronique de la pharma et on a la chance d'être tous à Paris, donc on s'est dit c'est plus sympa de se voir en vrai. Ça nous a manqué en plus. On en avait un petit peu marre de ces zooms. Donc voilà, c'est une occasion de venir vous rencontrer. Puis on a le plaisir de recevoir Monsieur Bénatan aujourd'hui pour nous parler du pharmacien de demain. Ce pharmacien qui est propulsé dans l'ère de la digitalisation. Vous allez me parler de votre parcours et puis comment vous lisez toute cette actualité sur ce pharmacien, comment il s'est transformé et puis comment il doit se préparer au monde de demain. Alors avant toute chose, on va se faire une petite présentation et puis Clara, comme ça ensuite, pourra faire votre voix puisqu'elle va être la voix de l'auditoire. Donc n'hésitez pas à nous poser toutes les questions que vous souhaitez dans le chat. Donc dites-nous déjà si vous nous entendez bien, si tout est bon, si le son est OK, et l'image. Et puis je vais laisser Clara se présenter en premier, comme ça tu pourras passer après derrière l'écran. Ça marche. Mon rôle est d'accompagner en fait aujourd'hui Caroline dans le développement en fait du réseau partenariat chez Arthurine. On travaille sur différentes verticales. Mon métier va être de pouvoir répondre à vos problématiques terrain sur des problématiques qui sont complètement digitalisées, du coup en partant vraiment d'un point de vue très global sur l'internet. Voilà pour la brève présentation. Et je me remets directement derrière. Merci Clara. Alors avant de présenter notre invité, je vais vous parler juste quelques secondes de ce que nous réalisons chez Arthur. Donc moi je m'occupe des partenariats stratégiques chez Arthur. Et je viens vous rencontrer sur le terrain, alors les fédérations, les groupements, tout ce qui a vocation à regrouper et à fédérer afin de vous expliquer aujourd'hui comment on draine des communautés grâce aux réseaux sociaux. Donc Arthur, c'est une solution en marketing digital qui permet de travailler sa visibilité, sa notoriété sur les réseaux. Donc là, l'intérêt, c'est d'avoir finalement cette communication au-delà de son point de vente afin de fidéliser, on en parlera plus tard, vous nous direz, Monsieur Bénatan, ce que vous en pensez. Mais au-delà de ça, on vient aussi vous rencontrer avec des chroniques, avec de l'expertise. On rencontre des intervenants qui nous livrent leurs connaissances et on débat sur ces sujets qui aujourd'hui sont d'actualité et demandent en tout cas de l'interrogation et certaines transformations. Voilà pour la présentation. Et bien maintenant, je reviens à mon invité spécial, Monsieur Bénatan. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Alors, Monsieur Bénatan, parlez-nous un petit peu de votre parcours professionnel, d'où vous venez, quel a été votre cheminement dans le monde pharmaceutique. C'est tout bon. C'est tout bon. Tout le monde nous entend, nous voit bien. Très bien. Mon parcours. Oui, votre parcours. Mon parcours, il a commencé dans une grande ville, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont commencé dans cette ville, c'est à Rouen. À Rouen, j'étais étudiant en pharmacie, tout simplement, donc diplômé en 82, temps. Mais pendant mes études, j'ai eu la chance d'être président de la Corpo, des étudiants en pharmacie de Rouen, et en même temps président de l'Association nationale des étudiants en pharmacie de France. J'ai fait 3 mandats, j'ai beaucoup appris. Parce que là, en tant que président des étudiants, non seulement vous vous occupez de la vie des étudiants, mais vous participez déjà au futur du métier. Vous êtes souvent impliqué dans les relations aussi bien avec les syndicats qu'avec les ministères. Très, très, très intéressant. Puis, une fois diplômé, j'étais enseignant-chercheur à la faculté de pharmacie pendant 2 ans. Et enfin, sorti de l'université, je me suis installé. Je me suis installé en Normandie, dans l'Eure exactement, un petit village de 254 habitants exactement. Voilà, là j'ai tenu une officine pendant 10 ans, puis une deuxième officine en région parisienne, cette fois-ci, en banlieue, 10 ans à nouveau, ce qui nous amène à 2006. Mais dès 1991, avec des amis, des pharmaciens, Dominique Bolzer, Louis Audin, et bien d'autres encore, nous avons créé un mouvement qui maintenant s'appelle Pharmacie Référence, ce qui m'a valu aussi de 91 à 2021, donc 30 ans.
mars 2021 exactement, m'a valu aussi de goûter à la vice-présidence du syndicat des groupements bien connu, qui s'appelle Fénergie. Voilà, et à l'occasion, en effet, de notre exercice en tant que réseau de pharmaciens, l'objectif d'un groupement, c'est d'abord de fédérer des libéraux, des indépendants, parce que c'était la valeur, l'ADN de notre réseau, et bien de conduire la transformation du rôle du pharmacien et du rôle de la pharmacie. Deux choses bien différentes dans un système de santé qui déjà, je me rappelle moi en 85, on me disait la pharmacie c'est foutu, ça marche pas, t'installes pas, le pharmacien c'est un épicier de luxe et les concurrents vont tuer la pharmacie. Donc, voilà. Et face à ce paysage un peu apocalyptique, notre réaction, ça a été de dire peut-être qu'ensemble, on s'en sortira mieux, et c'est comme ça que aider les pharmaciens. D'accord, oui, donc une vraie expertise de terrain avec plusieurs cordes à votre arc, parce que pour le coup, vous avez vu tout ça, alors tout ça en micro lorsque vous étiez sur un commerce de proximité, puis macro sur la partie groupement. C'est aussi pour ça que ça nous intéressait de vous avoir aujourd'hui, puisque vous avez cette vision parfois plus large dont on a besoin pour peut-être prendre un petit pas de recul avec ce qui est en train de se passer aujourd'hui et essayer de comprendre les mécanismes. Et finalement, on se rend compte que c'est juste une histoire qui se répète et c'est ce que vous allez nous expliquer aujourd'hui. Tout à fait. Et ça va en venir à notre première question, Monsieur Bénathan. On vient de passer, alors on y est toujours, mais on essaie de dire qu'il est derrière nous une crise sanitaire sans précédent dans laquelle on a été tous pas mal démobilisés, on a dû se réinventer et moi, ce qui m'intéresserait, là, c'est d'avoir votre constat sur ce que vit le pharmacien actuellement. Dans quel état d'esprit il est, à quoi doit-il répondre, comment il s'adapte, parce qu'on le voit, il a été poussé à faire des actes biologiques, des choses assez bouleversantes pour son quotidien. J'aimerais que vous nous fassiez une petite photographie de l'instant, comment vous le voyez, comment vous faites cette lecture avec votre ministère. Écoutez, le pharmacien aujourd'hui, c'est un vaste sujet. Dans quel état il est J'ai envie de commencer par une définition. Je vais commencer par une définition qui date de 1961. C'est pour ça que je suis obligé de la lire, parce que je n'ai pas réussi à l'apprendre. C'est Charles Walton qui définit la pharmacie clinique. Et il dit la pharmacie clinique. Alors, je sais que quand on prononce ces deux mots, les médecins sont souvent vent debout en disant le pharmacien n'a pas de formation en pharmacie clinique. Oui, mais la définition de la pharmacie clinique selon M. Walton, c'est l'utilisation optimale du jugement et des connaissances pharmaceutiques et biomédicales du pharmacien dans le but d'améliorer l'efficacité, la sécurité, l'économie et la précision selon lesquelles les médicaments doivent être utilisés dans le traitement des patients. Eh bien, la crise, mais aussi les évolutions, le chemin pris par les syndicats ces dernières années, conduisent le pharmacien tranquillement vers ces rôles qui sont décrits dans la définition de la pharmacie clinique. Et là, on voit bien que ce n'est pas en opposition avec le rôle du médecin dans le cadre de la pharmacie clinique qui est justement le diagnostic et l'usage de ces connaissances biomédicales pour définir le diagnostic de la maladie. On est complémentaires. Donc, nos pharmaciens, depuis maintenant la loi HPST, sont confrontés en fait à plusieurs constats. Alors, on parle souvent, premier constat, on parle de désertification médicale. C'est à la fois vrai et faux, c'est peut-être terme un peu galvaudé.
il n'y a pas tant que ça de manque de médecins. C'est une mauvaise répartition de ces médecins. Mais dans la désertification médicale, il faut aussi entendre la discordance entre l'offre et le besoin. C'est surtout ça qui crée la désertification médicale. Et en matière de santé, le problème, c'est que ça conduit à des renoncements de soins. Et là, je vois bien mon pharmacien intervenir très clairement. Dans la loi HPST, qui date de 2009, vous savez, vous avez ce fameux article 8 qui propose aux pharmaciens, à la fois, qui ordonne aux pharmaciens, le pharmacien doit assurer la continuité des soins, doit, et le pharmacien peut s'impliquer dans l'accompagnement, dans la prise en charge pluridisciplinaire, dans le suivi, dans l'observance. Et c'est là où, dès 2009, on a compris que le pharmacien devait s'impliquer dans un système de santé qui allait être, en 2009, qui allait être en pleine évolution, avec le développement de l'interprofessionnalité. En fait, on est passé d'un système où les professionnels de santé étaient, on va dire, autocentrés, vers un système où c'était le patient qui allait devenir et qui devenait le cœur du système. Et à partir du moment où on a compris que les évolutions sociétales et les évolutions comportementales des patients, mais aussi des aidants, allaient nous challenger, nous, professionnels de santé, alors il faut évoluer et anticiper, voire innover pour ces pharmaciens. Alors pendant la crise, on l'a vu, nos pharmaciens, c'était, j'allais dire, si vous ôtez l'hôpital, vous aviez en ville qu'un seul point de santé à disposition. Vous aviez bien sûr les médecins généralistes, mais les médecins généralistes, confrontés à la difficulté de la mise en relation avec les patients, trop peu digitalisés en même temps pour les médecins, et donc le seul point éclairé dans ces rues vides de gros bourgs, de villages, de grandes villes, c'était la Croix-Verte qui était là de 8h à 20h. Et nos pharmaciens sont devenus, on va dire, les premiers soldats du système de santé, étant complètement impliqués dans la prise en charge des patients, mais aussi des personnes qui venaient sans ordonnance. Et on a vu là, nos pharmaciens renouveler des ordonnances périmées, des pharmaciens faire des actes biologiques, des pharmaciens proposer du diagnostic, des pharmaciens proposer des entretiens pour accompagner, j'allais dire, les patients, les aidants et tous ceux qui s'inquiétaient tout simplement de ce qui se passait et de la manière dont il fallait vivre le confinement. Et donc, j'allais dire, la crise n'a fait que accélérer la transformation du rôle du pharmacien dans le système de santé. Transformation, évolution. Puisque les pharmaciens, pour beaucoup, n'ont pas attendu la crise pour évoluer, mais il y allait peut-être, à mon goût, je suis toujours pressé, mais un peu lentement. Et puis, la transformation aussi de la pharmacie. La pharmacie qui est devenue un véritable centre de santé. Centre de santé, en anglais, point of care, ça fait bien, mais c'est d'abord un centre de santé et de prévention. Et là, on a vu des pharmaciens,
j'ai l'habitude de dire des vecteurs bidirectionnels, médecin-patient, et avec une approche éducationnelle tripartite qui est née pendant la crise Covid. Donc aujourd'hui, voilà, on a des pharmaciens peut-être un peu soucieux parce qu'ils ne retrouvent pas la fréquentation d'avant, le chiffre d'affaires d'avant. Pourquoi? Parce qu'ils sont confrontés à des nouveaux patients, à des nouveaux clients. La consommation d'avant, selon moi, c'est terminé. Nous sommes dans une déconsommation résolue. Et on a vu que les 2 crèmes main au prix d'un, ça n'a pas eu beaucoup de succès pendant la crise et ça ne va plus en avoir beaucoup aujourd'hui, ni demain. Ce qui a marqué aussi, c'est que les pharmacies de proximité se sont mieux sorties que tous ces systèmes de méga-pharmacies centrés sur la vente pour la vente. Vous pouvez imaginer que j'attire des clients en proposant beaucoup de produits, beaucoup de prix, et grâce à ça, je vais attirer de l'ordonnance, puis je vais proposer du service. En fait, c'est complètement inversé. C'est le service qui a attiré du client, et éventuellement, vous pouvez faire des ventes complémentaires. Donc, on a complètement inversé la donne avec cette crise et avec cette organisation. Donc ça a été, je veux dire, c'est vraiment ce qu'on peut retenir de ces dernières années, de ces évolutions pour le pharmacien. D'accord. Bon, finalement, ce que j'entends, c'est assez valorisant parce que vous parlez de soldats du système de santé. C'est vrai qu'on a très peu entendu parler des pharmaciens dans toute cette crise. On rendait hommage beaucoup aux médecins et évidemment, c'était évident, mais c'est vrai que ces pharmaciens ont été très peu valorisés et ce qu'on a senti, c'est un espèce de débordement dans lequel ils n'étaient pas préparés, ils n'avaient pas choisi de passer à ces actes biologiques. Alors vous disiez pourtant que c'était déjà ancré avec cette loi de 2009 où on avait déjà abordé toute cette partie actes biologiques où le pharmacien allait prendre différentes casquettes. Mais est-ce qu'ils y étaient prêts? Finalement, cet état d'urgence les a poussés à remplir ces rôles auxquels ils ne s'étaient pas préparés. C'est ce qu'on a ressenti à l'extérieur quand on discute avec eux. Tout à fait, parce qu'on faisait bien des campagnes sur la prévention des risques diabétiques. Oui. Ça durait sur le diabète, ça durait ou les risques cardiovasculaires, ou ceci. Alors c'était une petite semaine, donc un petit engagement d'une semaine avec une organisation de la pharmacie qui n'était pas vraiment adaptée. On parlait d'entretien pharmaceutique, on n'a jamais voulu utiliser le mot consultation, on a parlé de zones de confidentialité pour ne pas évoquer les bureaux de consultation du pharmacien. On y allait à petits pas pour ne pas choquer tantôt les médecins, tantôt les biologistes, tantôt d'autres professionnels de santé, les infirmières. On réclamait la vaccination. Alors pour la grippe, on a testé dans 4 départements, puis un peu plus 4, et puis après on a élargi, puis après on a dit pourquoi pas pour d'autres vaccinations. Tout ça par petites touches à la méthode, on va dire, française, classique, et une fois anglo-saxonne, alors que nos confrères dans tous les pays, que ce soit en Australie, que ce soit en Angleterre, que ce soit au Canada, que ce soit aux États-Unis ou bien d'autres pays, tous nos confrères, sont usés à bon escient. Aujourd'hui, la France y allait à petites touches. Bon, la crise nous a emportés les uns les autres. Et aujourd'hui, vous n'entendez plus, sauf quelques grincheux, plus les médecins pleurer parce que les pharmaciens vaccinent ou biologistes parce que les pharmaciens font des tests. Et donc, aujourd'hui, finalement, le pharmacien a un champ fantastique qui s'est ouvert devant lui. Mais ce qui est fantastique aussi, c'est que les patients ont plébiscité le pharmacien. Les patients, et finalement, et c'est ça l'essentiel pour la pharmacie, c'est que nos meilleurs alliés, ce sont les patients, ce sont les clients, ce sont les aidants, et c'est ça qui est important.
Et c'est tant qu'on reste positionné dans ce rôle d'acteur de santé et qu'on fait la démonstration de notre volonté de participer à un système décloisonné, ne travaillant pas en silo, dans l'intérêt du patient, ben, nous avons un bel avenir. Il faut se dire, enfin, c'est une opportunité. Donc, voilà. C'est une belle opportunité. Donc, en fait, ce que j'entends ici, c'est que le pharmacien a été un accompagnateur finalement du médecin. Il a été le premier contact dans le parcours santé du patient. Et là, j'ai envie de vous dire, parce que vous l'avez amorcé d'ailleurs avec cette citation, vous disiez tout à l'heure que c'était de 1961, ce que vous avez lu. Oui. Voilà, 1961. Et du coup, ça m'amène une première question. On a parlé d'une première révolution dans la pharmacie lorsque la robotisation est dans l'officine. Donc, on a senti un mouvement de réorganisation. Et moi, j'ai vraiment envie que vous nous parliez de cette analyse terrain. Comment vous l'avez perçue? D'où c'est venu? Est-ce que c'est venu d'une problématique sur le commerce de proximité ou est-ce que ça a été initié finalement par le besoin du patient ou du client, par son parcours? Comment ça s'est matérialisé? Comment vous avez pressenti? Est-ce qu'il y avait une concurrence à cette époque qui commençait déjà à se déployer? C'était quoi l'état des lieux de cette première révolution? Oui, première évolution digitale, finalement, parce que on met des mots comme ça, robotisation. Un robot, ça fonctionne comment? Grâce à des cellules, à des capteurs. Donc, tiens, ça s'appelle du digital. Bon. Et en effet, première. Alors, cette révolution, cette robotisation, moi, je la mettrais sur le compte de plusieurs effets. Qui sont presque arrivés presque en même temps. Et la première chose, pour moi, ça a été l'augmentation du volume. L'augmentation du volume de boîtes. L'augmentation du nombre de boîtes que le pharmacien délivrait. Et qui était due à quoi? Parce qu'on a eu cette période de croissance, volume, et les pouvoirs publics ont profité pour baisser les prix, de manière à ce que les dépenses restent constantes. Et on a eu cette croissance et ce développement de volume, non pas parce que les médecins prescrivaient de plus en plus, mais parce qu'on avait une réduction de format des boîtes, on passe de 28 à des boîtes de 7, on avait trois formats pour le même produit, des boîtes de 7, des boîtes de 28, des boîtes de 90, et puis on s'est retrouvé avec le développement du générique, l'explosion. Alors là, avec le générique, eh bien, pour une même molécule, avant, on avait deux marques, si je puis dire, de laboratoire. Là, on se retrouvait avec 4, 5 offres quand le client ne disait pas « je veux le générique de telle marque ». Voilà, c'était encore pire, donc il nous fallait encore référencer un autre générique. Et donc, avec le développement et l'avènement du générique, eh bien, on s'est retrouvé avec plus de boîtes. Mais toujours autant de personnel, puisqu'il n'y a toujours pas la possibilité d'investir sur je pense que ce ne sont pas des dépenses, mais des investissements sur les collaborateurs. Mais les pharmaciens ont trouvé une solution qui était la robotisation, qui permettait justement de répondre à cette surcharge de travail, parce que ranger des boîtes 3 fois par jour, là, c'est une surcharge de travail qui permet au moins 3 à 4 heures tous les jours. Vous avez le deuxième point, c'est justement la nécessité de développer du service. Et la nécessité de développer du service faisait que nos pharmaciens et nos collaborateurs des pharmacies avaient besoin de vendre du service. On ne vend pas du service comme une boîte, on ne vend pas du service comme un produit. Et le produit, s'il se consomme tout de suite, le service se consomme dans le temps et le résultat du service se voit dans le temps. Et donc, le service participe à la fidélisation, à la différenciation, mais le résultat se voit dans le temps. Donc, c'est un investissement temps, encore une fois. Investissement temps avec la problématique du nombre de boîtes et des volumes. Et la nouveauté, c'était justement le développement de services. Les services obligatoires qui avaient été mis en place, en conventionnel, avec les AVK, les risques cardiovasculaires, enfin bon, ce que les pharmaciens devaient mettre en place dans le cadre de la convention.
Et là, là encore, un enjeu pour le pharmacien, l'enjeu essentiel pour le pharmacien, pour l'entreprise officinale, c'était de dégager du temps. Et donc, dégager du temps. Et là, on a vu la robotisation rendre ce service et apporter la réponse essentielle aux pharmaciens. C'est comme ça que moi, j'envisage, j'ai compris cette évolution. Et puis, troisième, c'est le comportement même du client-patient qui, lui, on a commencé à avoir rentré dans nos officines des clients, des patients, des gens bien portants qui avaient besoin de notre temps, qui avaient besoin de nous questionner, et puis qui étaient pendus sur leur téléphone, et donc qui étaient digitalisés, qui eux-mêmes commençaient à consulter les sites, qui commençaient à se renseigner avant de venir à l'officine, qui étaient surinformés, diront certains, mais informés en tous les cas, et qui nous challengeaient. Et là encore, il fallait trouver du temps pour répondre à ces nouveaux consommateurs. Nouveaux parce que quand j'ai commencé l'officine, ils étaient patients. Ils avaient attendu une demi-heure à la salle d'attente du médecin, ils avaient la prescription, et ils pouvaient attendre en officine 10 minutes le temps que je fasse le tir payant, que je colle les lunettes, etc. Et là, on était, là encore, c'était avant. Et aujourd'hui, il y a ceux en effet qui ça ne gêne pas de passer du temps à l'officine, et puis il y a ceux qui, comme vous, comme moi, comme tout le monde, la plupart du temps, sont pressés. Voilà. Et là encore, il faut être capable de répondre, et donc chercher du temps, gagner du temps, supprimer toutes ces tâches chronophages qui font que le pharmacien n'est pas en front office, n'est pas en contact direct dans l'accueil des patients. Et la robotisation a participé à autre chose, à la transformation de l'organisation de la pharmacie. Et on a vu ces comptoirs disparaître pour trouver des plots, des bergeries, pouvoir accueillir et être en contact direct dès l'entrée de la pharmacie, plutôt que d'attendre, je vais dire, planqué derrière son comptoir en disant « je ne passerai pas à la barrière, je suis le sachant, il est l'ignorant ». Et il va m'écouter maintenant, puisque je vais lui dire ce qu'il faut faire. Donc voilà, tout ça, ça a été une véritable transformation, à la fois dans l'organisation de la pharmacie et dans l'organisation du planning des équipes officinales. Et dans le rapport donc, au client, puisque ce que j'entends là, c'est plus de proximité. Et finalement, gagner du temps pour être plus proche, donc grâce à cette première évolution. Alors, du coup, juste une question assez intéressante. On pose le constat, est-ce que la robotisation finalement est la seule innovation qui peut exister dans une pharmacie, ou est-ce qu'il y a d'autres types d'innovations? La robotisation, je vais dire maintenant, moi je veux dire, la robotisation, c'est l'an 100, hein, c'est la préhistoire, c'est le début, c'est un plan, d'accord? Et maintenant, c'est ce que je voulais dire, c'est qu'après cette transformation logistique, finalement, il faut maintenant se concentrer sur la bataille de l'expérience client. La bataille de l'expérience client, de l'expérience patient. Et là, alors là, vient... une multitude d'innovations. Bien sûr, mettez-vous à la place, regardez ce que fait Amazon, regardez ce que font tous les grands réseaux. La pharmacie c'est un réseau. Aujourd'hui, il y a 21 000 pharmacies, c'est un réseau de professionnels de santé. Regardez ce que font les grands réseaux, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit dans n'importe quel métier aujourd'hui. Comment ces réseaux font vivre des expériences clients? Nous, ce sont des patients, pour la plupart. Oui, nous avons la chance aussi, et c'est pour ça que nous sommes un centre de prévention, nous avons la chance aussi de voir des bien portants. Bon, ce n'est pas le cas des médecins, ce n'est pas le cas des infirmières, ce n'est pas le cas
kiné et de bien d'autres. Mais peu importe. Mais je veux dire, regardons ce qu'ils attendent de nous. Essayons d'imaginer. Ne leur demandons pas trop parce que si vous demandez à un patient ou à un client ce qu'il attend d'un réseau, à part vous dire qu'il veut bien se garer, que ça coûte pas cher et que ça aille vite, voilà. Proposons-lui un parcours qui lui convienne et qui réponde surtout à la fois aux évolutions voulues par les pouvoirs publics, aux évolutions imposées par les évolutions sociétales et comportementales, et puis les évolutions voulues par la profession, dans l'intérêt justement de l'implication de cette profession dans un système de santé décloisonné. C'est ça. Donc ça, c'est un tripartite dans lequel il faut finalement se réinventer. Et ça nous amène sur cette question, ça nous fait une bonne introduction. Quels sont, pour le coup, aujourd'hui, on sent bien que cette digitalisation a pris son essor. Je pense que la crise sanitaire nous a propulsés dans cette digitalisation parce qu'elle est devenue un besoin essentiel de proximité, pour se soigner. C'était assez essentiel en crise sanitaire. Et là, on se demandait que faut-il en retenir pour pouvoir aborder finalement ce lendemain de crise avec les bons outils. Qu'avons-nous appris de cette première révolution qui était la robotisation et qui finalement était un premier pas de la digitalisation? Avec cette crise sanitaire, comment le pharmacien doit se réinventer? Quels sont les enseignements et les bonnes pratiques qu'il peut retirer de ce parcours pour être finalement adapté à cette tripartite, parce que le patient est au cœur de son système, certes, mais vous le disiez tout à l'heure, les pouvoirs publics, et puis ses propres problématiques business, avec des commerces de proximité, parfois on ne peut pas pousser les murs, donc réinventer, être une mini-clinique ou ces grandes pharmacies qui sortent de terre et qui ressemblent à des supermarchés, c'est pas possible pour tout le monde. Donc comment, en tant que pharmacien, je me réinvente dans ce monde nouveau avec ces nouveaux codes? C'est ça ce qu'on aimerait apporter aujourd'hui à notre auditoire. Alors, un chemin, le pharmacien de demain, la pharmacie de demain, la pharmacie d'aujourd'hui, on va retenir quoi? On va retenir qu'on a besoin de nous au niveau de la prévention. Oui. Première. On a besoin de nous au niveau de l'humanisation des soins. Ah, ça peut être en contradiction avec la digitalisation. Non, bien au contraire. La digitalisation va permettre, encore une fois, de faire disparaître des tâches chronophages, d'informer, de donner la bonne information par le bon professionnel que je suis et reconnu. Et donc, ça va me permettre de développer cette humanisation des soins. Ça va permettre de développer des programmes. On nous attend sur les programmes d'éducation thérapeutique. C'est une évidence. C'est plus fait. C'est plus fait. Ce n'est plus fait par les hôpitaux. On a vu dans quel état la crise a montré dans quel état ils étaient. Et donc aujourd'hui, il y a une reconstruction du système hospitalier. D'accord ? Donc là, on attend le pharmacien sur l'éducation thérapeutique. On attend le pharmacien sur les actions d'accompagnement, de prise en charge. Le pharmacien peut être, je ne veux jamais les opposer, avec les médecins, ou le médecin et le pharmacien, généralistes, ils doivent être aujourd'hui impliqués dans la mise en place de réseaux, de systèmes de prise en charge pluridisciplinaires. On l'a vu. Dans mon réseau, par exemple, pour montrer la prise en charge pluridisciplinaire, moi j'avais introduit la notion de diététicienne, avec les règles hygiéno-diététiques. Comment je peux bien vivre malgré ma maladie chronique? Parce que je suis diabétique, je dois supprimer toutes les tatins, etc. Il se trouve que tant mieux. Bon. Et puis, il y a un dernier point où on attend le pharmacien, c'est l'acceptation du traitement, c'est l'observance. Oui. Bon. Une fois que j'ai dit ça, ma pharmacie, moi, en tant que professionnel, j'ai compris que je dois être cet acteur
prévention, soins, accompagnement, suivi, éducation, information. Je peux aller encore plus loin si j'avais envie. Un réseau comme le réseau de pharmacie, formidable réseau d'épidémiologistes. En amont, tiens, on vend beaucoup d'antibiotiques en ce moment à tel endroit. Tiens, alerte fièvre à tel endroit. Aujourd'hui, de réseau d'épidémiologistes, il n'y a pas de système d'épidémiologie mis en place en France. Et ces pharmacies pourraient être les sentinelles du système de santé. Bon, comment on peut faire tout ça si on ne digitalise pas? C'est ça. Comment faire tout ça si tout ça n'est pas relié? Parce qu'on n'a pas plus de temps. D'abord parce qu'on n'a pas de temps, d'abord parce que les pharmaciens doivent aussi faire la délivrance d'ordonnance. Et avec la délivrance d'ordonnance, il y a au-delà de l'information, il y a aussi l'éducation du patient. Il n'y a pas un moment de prendre le temps. Bien sûr, nous jeunes, on voit le pharmacien comme étant tenez, voilà, une boîte de Brane, une boîte de ceci, donne-moi ça à boire. Mais je ne sais pas si vous connaissez les chiffres du vieillissement de la population. En 2050, 25% de personnes de plus de 70 ans. Comment on va faire si on n'a pas des conseillers de santé capables de prendre le temps? Comment on va faire si nous ne sommes pas accompagnés de la digitalisation? La digitalisation, vous avez compris, très en amont avec l'information. Oui. Ça, c'est quoi, ça? Comment ils appellent ça, les enfants? Ils appellent ça les réseaux sociaux. Bon, moi, maintenant, j'appelle ça aussi les réseaux sociaux. Et je pense que les pharmaciens entendent parler des réseaux sociaux. Ils voient bien ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Bon, mais là, il faut être professionnel sur les réseaux sociaux. C'est pas moi, pharmacien, qui vais bidouiller. Je peux faire de temps une petite story, c'est rigolo. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais les réseaux sociaux, vous avez en amont, et après, vous avez la façade de la pharmacie, vous avez l'accueil, vous avez la borne. Comment je vais gérer ma file d'attente? Puis après, vous avez l'information in situ, du point de vente. Vous avez les écrans, les tablettes tactiles, vous connaissez tout le système qui permet de digitaliser un parcours. Mais en digitalisant un parcours, vous êtes en train tout simplement de décrire un parcours patient ou un parcours client et vous créez une expérience client et patient. C'est ça qui est intéressant et qui est indispensable pour la pharmacie. Sinon d'autres le feront à notre place. Je veux dire, il n'y a pas des gens qui s'amusent à déposer des noms en France, Amazon Pharmacie, au 1er janvier 2021, juste pour se faire plaisir. Bon, ils avaient dit, tiens, l'INPI, Amazon Pharmacie n'existe pas, alors on va le déposer. Tiens, ça va être comme ça, faire joli. Les GAFAM sont là, elles sont présentes. Combien de professions moi, j'ai combattu Michel Leclerc, j'ai dit combien d'années il voulait faire notre métier. Bon, il est recalé maintenant, il a bien compris qu'il pouvait être qu'un épicier, il restera un vendeur de produits. C'est normal, c'est son métier et tant mieux. Mais combien d'autres souhaitent aujourd'hui s'accaparer une partie du rôle du pharmacien, en partie ou tout? Et là encore, si on ne décrit pas cette expérience client, cette expérience patient, et que pour la mettre en œuvre, on ne s'appuie pas sur la digitalisation, on n'y arrive pas. Voilà, aussi clair que ça. Parfait. Alors, c'est très intéressant parce que finalement, ce que vous nous dites, pour faire un petit résumé, c'est que le pharmacien, aujourd'hui, il doit être plus proche de son patient, il doit prendre plusieurs rôles. Vous parliez d'humanisation, vous parliez d'éducation. Finalement, on se rend compte qu'il est dans l'observance, il est propulsé dans beaucoup de rôles et il n'a pas le temps. Et ce manque de temps peut être pallié par des outils digitaux. Donc, il ne s'agit pas aujourd'hui d'aller accumuler des outils pour dire « je suis digitalisé ». Il s'agit d'étudier en fonction de sa zone de chalandise, en fonction de son commerce, donc de la connaissance de son parcours patient, de qui sont ses clients au quotidien, pour se réinventer et être plus efficient dans son commerce de proximité.
Et moi, ce que j'ai entendu dans votre discours, M. Benathan, c'est que finalement, tous ces outils, on les diabolise souvent parce qu'on se dit oui, mais c'est la mort de la pharmacie telle qu'on a pu la connaître auparavant. C'est souvent ce qu'on entend sur le terrain. Ah oui, mais moi j'ai connu les petites fiches, pour compter les boîtes. Mais l'épicerie aussi a démarré comme ça. J'ai connu les petites fiches, alors c'était mieux avec les petites fiches. J'ai connu la télé en noir et blanc, c'était mieux en noir et blanc. C'est je ne voyais pas les défauts. Oui. Tout à fait. Donc on peut regretter tout ça, mais bon. Il faut vivre avec son temps. Il faut s'adapter. Et surtout, vous avez dit quelque chose de très important. Vous avez parlé du patient. Finalement, un système qui doit être centré autour de la volonté, du besoin et des attentes des patients. Et ça, c'est finalement ce qu'on va retenir de tout cet échange, c'est de se dire, avant d'utiliser les outils du digital, il faut comprendre son patient, ce qu'il attend de nous, dans le rôle de conseil. Le pharmacien reprend son rôle de conseil. Et tant mieux, parce qu'on en avait besoin. On a lu beaucoup de choses sur Internet qui n'avaient pas lieu d'être par des gens qui n'avaient pas forcément le parcours pour le faire. Et là, aujourd'hui, reprendre son rôle de conseil en gagnant du temps sur toutes ces tâches chronophages que vous avez très bien décrites, en s'aidant et s'appuyant de ces outils digitaux, puis évoluer avec son temps. Je pense que c'est la nécessité aujourd'hui du pharmacien. Et on a une autre bonne petite question. Comment faire pour les petites pharmacies? Par où commencer quand on ne peut pas avoir de borne? C'est une bonne question. Oui, c'est vrai. Alors, la question est de savoir, c'est est-ce que les petites pharmacies doivent continuer? J'ai entendu à l'époque un président qui a annoncé qu'il fallait fermer 5000 pharmacies, etc. Vous vous rendez compte si on avait fermé 5000 pharmacies? Aujourd'hui, on avait les pharmacies à moins de 10 minutes. C'était la promenade, puisqu'on était tous confinés, tout le monde était content, et c'était l'occasion de pouvoir parler à un professionnel et de se rassurer. Bon, heureusement qu'on n'a pas fait. Ouais. Alors, les petites pharmacies, non, mais les petites pharmacies, moi j'ai toujours dit, d'abord, pour qu'il y ait des grosses, il faut qu'il y ait des petites. Donc, les grosses, pour exister, mesdames les grosses, soyez bien contents qu'il y ait des moyens et des petits. Parce qu'on est toujours le petit d'un plus gros. Tout à fait, ouais. Bon, donc là, c'est la première chose. Pour moi, les petites pharmacies, elles peuvent parfaitement mettre en place l'essentiel. L'essentiel, une petite pharmacie, encore une fois, vous l'avez très bien dit, ce qui compte, c'est quel parcours je vais construire pour mes clients. Bon. Alors, moi, si j'étais une petite pharmacie, si j'avais une petite pharmacie, petite surface, c'est surtout ça, et puis alors, donc, de fait, petite surface, j'ai du mal à développer mon chiffre d'affaires. Je peux comprendre. Et donc, en effet, on me considère comme petit. Mais rien ne m'empêche j'ai pour ma paroisse, mais elle m'empêche d'adhérer à un réseau de pharmaciens, bon, qui est non pas sur une position défensive. Ouais, je me mets sur Internet pour me mettre sur Internet. Qui a réfléchi à tout ça et qui offre et qui fait une proposition complète aux pharmaciens. Moi, si je suis petite ou moyenne pharmacie, je me mets sur les réseaux sociaux, je me mets un site internet. Tiens, avec le site internet, je peux pousser les murs de ma pharmacie sans même faire de travaux. Puisque je fais du digital, je fais du click and collect. Si je ne fais pas du click and collect, je fais même de la vente en ligne. Ah oui, mais alors, il faut livrer. Et moi, je ne vais pas prendre. Déjà, je suis tout seul à la pharmacie, le soir à 20h, etc. Il y a des groupements qui ont des deals avec des structures qui font les derniers kilomètres. Donc, je peux livrer. Alors, on va me dire, oui, mais tout ça a un coût. Oui, ça a un coût, comme le stock a un coût. Alors, si j'étais dans une petite pharmacie, je regarderais quels sont les produits qui tournent, quels sont les produits qui ne tournent pas, je libérerai de la place, je gagnerai en stock, et les 20 000 € que je récupère sur mon stock, je les investis sur le digital. Et ça me coûtera moins de 20 000 par an, ça me coûtera 10 000 par an, et avec ça, je pourrais. Donc, c'est juste, encore une fois, une question de volonté, mais je pense que les pharmaciens sont volontaires. C'est une question de frapper à la bonne porte pour avoir la bonne information et qu'on me fasse les bonnes propositions.
voilà, qui soit adapté. Qui soit adapté à mon point de vente. Et dans les groupements, on propose à tout type de pharmacie des solutions. Il y a une solution pour tout type de pharmacie. Il faut simplement frapper à la bonne porte et ne pas se dire qu'il n'y a qu'un seul modèle. C'est ça. Il y a des modèles adaptés à chaque typologie de pharmacie. Voilà. Il faut simplement tomber sur le bon mouvement, le bon C'est ça. Donc, tout d'abord, être bien conseillé, bien orienté, et puis ensuite trouver les outils qui vont permettre de travailler l'extension de mon terrain. C'est là où il faut, je pense, revoir la partie web, c'est de se dire, je peux continuer mon métier au-delà de mon point de vente, au-delà de mes murs. Mais le digital, exactement. Le digital vous permet, on appelle ça le digital. C'est ça, c'est le digital. Moderne, là, mais le digital permet de pousser les murs de votre officine. Le télésoin, j'y ai le droit. Est-ce que le télésoin demande un équipement fantastique? Non. Mais j'ai le droit de faire du télésoin. Le télésoin, c'est de la consultation. La consultation, c'est de l'honoraire, à ce que je sache. Donc, la transformation de la rémunération du pharmacien, qui est passé du modèle 100% commercial à un modèle à 70% sous forme d'honoraire, voire avec la loi HPST, peut aller rechercher des honoraires. Et de l'autre côté, la marge commerciale qui ne cesse de diminuer, et mes volumes qui aujourd'hui ne cessent de diminuer. Donc, j'ai même une petite pharmacie, j'ai devant moi, là encore, le télésoin, la télémédecine, c'est du digital. Et tout ça ne doit pas, ça ne doit pas être une superposition. Je dois prendre une feuille blanche et dire, voilà, pour mon officine, voilà comment je veux qu'elle soit connue. Voilà quelles informations. Où je veux, quand les clients rentrent, je veux qu'ils perçoivent qu'ils sont dans un modèle, dans un commerce moderne, en phase avec mon temps. Et les vitrines, des cartons, des vitrines de carton envoyées par les laboratoires, avec des machins en papier collé, le test Covid, enfin, un autre temps, on se moque dans le Leclerc, l'épicier, mais là, ça fait un peu épicerie. Et puis, donc, en vitrine, l'image que je vais donner, puis après, l'intérieur, l'image que je vais donner, l'information que je vais transmettre, la possibilité, grâce à des systèmes tout simples, mais externalisés, mais vous ne pouvez pas le faire seul, pharmacien. Ne faites pas le métier, chacun son métier. Informer mes clients, disposer de leur boîte mail, pouvoir créer une newsletter, tout ça va me permettre, mon site internet, tout ça va permettre d'élargir mon champ d'activité et finalement être en relation permanente avec mes patients. Vous savez, un patient chronique, passé 70 ans, il ne voit pas beaucoup de monde. Il va voir les enfants, les petits-enfants éventuellement le week-end, ou un week-end sur deux si c'est trop loin. Très content de pouvoir parler avec son pharmacien. Créez du télésoin avec les patients chroniques et vous allez voir que vendez du télésoin, oui, vendre, c'est payant. Vendez du télésoin avec les patients chroniques et vous allez voir. Informer, permettre à vos patients chroniques d'être. Ils sont sur Twitter, ne vous inquiétez pas. Ils sont sur Twitter, ils sont sur Facebook, ils sont sur Instagram. Parce qu'ils ont du temps. Mais parce qu'ils ont du temps, parce qu'ils suivent les stories des petits-enfants, parce que les petits-enfants ont montré comment il fallait faire. Créez-vous, voilà, créez du lien. Exactement. Si c'est du lien social. Et comme je disais tout à l'heure, c'est de l'humain, tout ça. Et donc, le digital nous permet de... Tout à fait. Je pense qu'il y a aussi le besoin aujourd'hui de dépolluer toutes les questions qui peuvent être traitées sur le digital, notamment alors, sur la partie réseaux sociaux qui est la nôtre et ça fait une formidable transition. Pouvoir dépolluer le comptoir pour remplir son rôle de conseil et être vraiment dans l'attente du patient, parce que le patient, comme on le disait, n'a pas forcément le temps non plus, et quand il prend ce temps, il a envie que ce soit centré sur lui, sur son besoin, sur ses attentes. Et si on a déjà dépollué tout ce qui est horaire, pré-diagnostic, ou toutes les informations qu'il est venu chercher, parce qu'il est en recherche d'informations, dans ce parcours, c'est ce qu'on a pu
découvrir, c'est qu'aujourd'hui, il a besoin de rechercher avant de se présenter devant un professionnel de santé. Eh bien, vous allez gagner en temps et vous allez gagner en relation avec votre patient parce que vous serez en adéquation finalement avec ses besoins. Donc, merci, M. Benatant, pour cette belle expertise. Ça nous a donné une vision très claire, c'était très concret pour nous. Donc, merci beaucoup. Alors, nous, pour parler d'Arthur, je vais rebondir sur ce que vous aviez dit au démarrage. Nous, notre solution, en fait, c'est une solution marketing, alors 100% automatisée, qui est accessible aux business locaux. Arthur, c'est une solution qui s'adresse à toutes les TPE, PME. On ne fait pas que de la pharmacie, on aussi travaille d'autres métiers, comme l'assurance, comme l'immobilier, le fitness, l'automobile. Ce qui est très intéressant dans cette expertise, c'est que pour le coup, on a beaucoup d'enseignements de chaque métier et on apprend beaucoup des industries. Et ça nous permet d'avoir quelque chose qui soit très adapté à l'animation des réseaux sociaux, comment je draine des communautés. On va publier du contenu sur ces réseaux sociaux, on va donner finalement ce contenu que vient chercher ce patient avant son passage au point de vente. On va tisser du lien social grâce à une stratégie digitale forte. Et puis, on va plus loin, parce qu'on est une solution vraiment en marketing complet. Donc, au-delà d'animer Facebook, Twitter, LinkedIn, assurer une présence sur Google My Business. Alors, Google My Business, c'est la vitrine digitale. C'est vraiment comme je dis souvent, c'est l'autoroute du web. Vous êtes sur Google. Et puis, la belle aire de péage, eh bien, c'est votre Google My Business. Il faut que vous soyez accessible. Il faut qu'il y ait des liens qui puissent rediriger le patient pour qu'on en apprenne plus sur vous. Et tout ça, eh bien, on s'en occupe pour vous parce qu'on l'a bien compris dans ce que nous disait M. Benatant tout au long de cet entretien. Le problème, l'enjeu, c'est le temps. C'est l'enjeu numéro 1 aujourd'hui du pharmacien, c'est le temps. C'est le temps et c'est aussi le professionnalisme. On ne fait pas de l'amateurisme dans ce domaine. On ne peut pas se permettre. En face de nous, on a des pros. Exactement. Donc appuyez-nous sur les pros pour le faire. Tout à fait. Tout simplement. Et il nous attend la e-santé, la e-prescription, la prescription du pharmacien demain. Vous vous rendez compte? Tout ça, ça va encore se développer. Donc, je termine par ça. Je vous en prie. Pour moi, le pharmacien demain, c'est accessible. Ça doit être sécurité, engagé et proximité. Tout à fait. Et le digital va nous permettre d'y aller, alors plus ou moins vite, selon la volonté des uns et des autres. Selon la volonté, et puis évidemment, on a bien compris qu'il y avait des problématiques aussi de budget. Donc, il y a un moment, vous parlez de la page blanche, il faut se poser, dire voilà, j'ai la gestion de mes stocks, qu'est-ce qui fonctionne pas. Et cette histoire d'état des lieux, c'est ce que propose aussi Arthur, c'est qu'au démarrage, voilà, quand on amorce avec un client, nous offrons un audit des réseaux sociaux, de la présence digitale. On va travailler avec eux ce qu'on appelle la e-notoriété, savoir où ils en sont. Et puis, à partir de là, leur donner les premières préconisations, un peu comme le ferait un pharmacien, mais dans notre domaine, qui est notre expertise. Et à partir de là, eh bien, si ensuite, il y a un vrai intérêt et un vrai besoin et qu'il y a la maturité, eh bien, nous allons les amener sur ces réseaux sociaux pour travailler ces communautés. On va envoyer une newsletter à leurs clients pour entretenir ce lien, pour créer justement ce maillage. Parce que dans le digital aussi, il y a un maillage. Vous allez avoir des personnes qui vont consulter Twitter et puis d'autres Facebook, d'autres qui seront plus présents sur LinkedIn. Le but, c'est que tout ça soit relié. Et puis, on va travailler la gestion des avis. Les avis clients, aujourd'hui, ça a un impact sur toutes les entreprises. Donc, Arthur travaille aussi ses avis clients. Le blog, alors là, pour le pharmacien, c'est extrêmement important de montrer son expertise, le conseil. On va redonner ce conseil au travers d'un blog. On a aussi la possibilité de faire du reportage photo et vidéo. La publicité, qui a été assez décriée à un moment donné, voilà, qui était... Je sais, j'ai fait une campagne publicitaire qui a valu un procès. Qui s'est démocratisé, et je crois même que là, on est en train de... Oui, la publicité, guillemets, on est dans... Elle est contrôlée. Elle est contrôlée, on est dans l'information. Comment faire savoir que le pharmacien a toutes ces compétences-là et est capable d'offrir tous ces services, de proposer les services. Regardez une façade de pharmacie, si aujourd'hui je devais mettre tous les services que je devais proposer, la façade ne suffirait pas. Donc, voilà. Et donc aujourd'hui... Donc faire savoir son savoir-faire. Oui. Et tout ça relié à une application patient, ça serait encore mieux, vous voyez. Ouais. J'ai encore envie de parler de ça, mais les applications patients des réseaux sont très importantes. C'est ça. Bien évidemment, avec la déontologie qu'on connaît chez le pharmacien. Alors c'est là aussi où, chez Arthur, nous, on
on a tout un pôle qu'on appelle content chez nous qui travaille toute cette partie-là, la déontologie, avec l'ordre des pharmaciens, où on est vraiment dans le respect de la réglementation. Mais sachez qu'on a le droit de faire beaucoup de choses et parfois on se sent un peu limité quand on est pharmacien en disant « Ah non, mais là, j'ai pas le droit. » Est-ce que tout ça, on le maîtrise? C'est pour ça qu'à un moment donné, ça fait partie des choses qu'il faut externaliser. Nous, on est à moins de 200 € par mois pour faire tout ça. On a aussi la possibilité de vous donner la main. Je vous ai négocié le prix. Mais voilà, c'est là le rôle du. Exactement. C'est aussi l'intérêt. Alors, si vous avez... de mutualiser. Exactement. Si vous avez des groupements et que vous voulez nous mettre en relation, ce sera avec grand plaisir. Ouais. Ce sera l'occasion d'aller travailler des négociations. Et puis, on a aussi un outil qui est fantastique au sein de notre tableau de bord. On a tout un centre de pilotage qui permet d'avoir une lecture, parce qu'on parle à des gérants, malgré tout, et qui ont le souhait de voir leur retour sur investissement quand on prend ce type d'outil. Et là, l'intérêt, c'est que vous allez avoir un coach qui va être dédié et qui va pouvoir vous accompagner dans cette lecture héroïste de comment je lis ma performance sur les réseaux sociaux, comment j'ai drainé des communautés, comment j'ai fait augmenter mon panier moyen grâce à ce flux, à ce nouveau flux que je peux maîtriser parce que j'ai enfin la bonne expertise et le bon contenu. Donc, c'est là tout l'intérêt d'une solution comme Arthur. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous envoyer un petit lien. Clara va vous l'envoyer tout de suite pour demander votre audit gratuit. Donc, ça, c'est un audit qui vous est offert. Ça vous permet de faire cette page blanche, monsieur Bénathan, dont on parlait. On va regarder ensemble. On va faire un petit benchmark. On va regarder. Puis ensuite, vous aurez la possibilité de voir les différentes formules d'Arthur. Donc, à moins de 200 € par mois. On est actuellement en offre summer. On s'est adapté. Donc, avec de la publicité offerte qui va vous permettre de lancer un petit peu le mouvement pour décoller, parce que c'est long, les réseaux sociaux. Il faut drainer. C'est comme fidéliser un patient, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut se faire connaître, pour asseoir l'expertise. Il faut le faire savoir. Et on a l'officine où on voit en général, je vais dire, entre 120 et 200, 400 clients au jour. Et là, il faut le savoir, il faut le faire savoir. C'est ce que vous avez vu sur les réseaux sociaux. Tenez, je vous laisse. Aujourd'hui, vous arrivez au restaurant, on vous dit cliquez. Ouais. Vous allez n'importe où, on vous dit cliquez. Scannez-moi. Scannez-moi. C'est tout à fait ça. Donc voilà, vous avez donc la petite pop-up qui s'est inscrite sur votre écran, dans laquelle vous pouvez demander votre audit. Vous aurez un expert digital local, parce que nous aussi, on a des experts de proximité qui viendront vous rencontrer dans votre officine pour bien étudier aussi votre structure, ce dont vous avez besoin, et avoir des préconisations qui soient adaptées et sur mesure. Voilà, on en a fini pour cette chronique, à moins qu'on ait des questions, Clara, peut-être qui sont restées en suspens. Beaucoup de remerciements sur les actions qu'on a testées, en tout cas les travaux. Donc voilà, j'ai posé les questions essentielles. Parfait. Merci à notre auditoire, merci à notre invité, merci M. Bénathan d'être venu jusqu'à nous dans notre jolie start-up qui maintenant vient à 4 ans. Donc, on a fait notre petit chemin et puis dans le monde de la pharmacie, on a encore beaucoup à faire et on a envie d'aller beaucoup plus loin. C'est pour ça qu'on vient chercher des experts pour en apprendre plus et être de plus en proximité, nous aussi, avec nos clients. Voilà. Merci à tous. Merci Clara. Merci. À très vite. À très vite pour une prochaine chronique. Merci.